Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe. Salut Charlotte. Merci de te reprêter au jeu une deuxième fois en venant à notre balado. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, pour un épisode spécial budget, on va traiter que de ce sujet-là, un gros sujet d'importance, même si c'est peut-être pas le plus beau qu'on aura vu. Ouais, c'est... Je ris jaune en ce moment, effectivement, ouais. Charlotte. C'est ça. Merci Philippe, bienvenue au balado Actualité Construction. Effectivement, Charlotte, c'est pas le plus grand budget de l'histoire du Québec. Puis Philippe, tu vas pouvoir en témoigner un petit peu, là. Mais au niveau construction, il s'est passé peu de choses. Ce qu'on espérait au niveau de l'habitation, entre autres, la relance du secteur habitation pour qu'on construise plus de logements. Il n'y a rien dans ce budget-là. Il y a une aide quand même pour l'aide au logement, donc surtout pour les plus démunis. Mais en termes d'investir pour faire lever de terre des projets de construction, là, on n'a rien eu. Zéro puis une barre, comme on dirait. Il y a peut-être un petit sourire qu'on pourrait faire au ministre du Travail, qui a travaillé très fort d'ailleurs pour obtenir une reconduction des enveloppes budgétaires destinées à la formation accélérée. Donc, il y a un 126 millions là, dont 111 millions pour la formation accélérée, 15 millions pour l'investissement dans le secteur, dans la technologie. Donc, pour ce qu'on a parlé la dernière fois au balado avec Joseph pour le virage technologique, l'accompagnement des entreprises pour effectuer des études dans les entreprises pour savoir quel niveau technologique elles sont rendues. Donc, il y a des sommes supplémentaires qui sont là. Ça va accompagner les entreprises. Ceci dit, 111 millions pour la formation accélérée, c'est près de 200 millions de moins que ce qu'on avait eu pour les formations accélérées de ce printemps-ci. Ça veut dire qu'il y aura un seul métier qui sera couvert par la formation, charpenterie-menuiserie. On laisse tomber les 4 autres métiers. On se retrouve avec des cohortes là, qui vont partir techniquement en septembre là, pour la nouvelle formation accélérée. Mais c'est somme toute très peu pour le secteur de la construction. Je fais un peu le tour là, en disant tout ça. Ouais. Philippe, je ne sais pas si toi, tu as vu d'autres choses. Rien de particulier, puis clairement, ils ont tablé sur le fait qu'ils avaient déjà fait des mesures, notamment pour le logement social. C'est peu, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y en a. Parce qu'il y a plusieurs autres groupes comme vous qui auraient aimé en avoir beaucoup plus, qui n'ont juste rien eu. Donc, c'est ça la particularité de ce budget-là, c'est que c'est un budget, quand même, ils n'ont pas dépensé beaucoup, ils ont été prudents, ou ils ont choisi, ils ont fait en anglais là, du pick and choose. Là. Ça n'a pas été facile, puis clairement, les ministres ont dû travailler très fort pour avoir leur somme, montrer la pertinence. Puis s'il y en a eu, je ne veux pas dire qu'il faut s'en réjouir, mais il faut quand même être conscient du contexte et que ce n'est pas la dernière année probablement qu'on va être dans une situation similaire. Puis Philippe, tu es directeur chez APECO, qui est une firme d'économistes. Puis on avait fait une étude ensemble au sujet de la productivité dans le secteur de la construction. Il y a un projet de loi qui a été déposé, on en parle souvent à Actualité Construction. Projet de loi 51 qui vise à moderniser. On pourrait faire des gains en productivité, donc des économies d'échelle au Québec dans le secteur de la construction. Donc, il y a des économies à faire là. Puis là où je m'en vais, c'est il y a aussi d'autres économies à faire sur les paiements rapides. Donc, tous les délais de paiement qui sont encourus par le gouvernement, en fait, qui sont réalisés par le gouvernement au détriment des entreprises de construction et qui coûtent aux entreprises de construction et ultimement au gouvernement du Québec près d'1 milliard par année. Donc, il y a des économies à faire et dans la productivité. Le projet de loi arrive un peu tard pour ce budget-ci. Espérons que ça va donner des résultats pour le prochain. Mais il y a aussi, on aurait souhaité là, dans ce budget-là voir un règlement pour les délais de paiement pour encadrer les paiements qui sont faits aux entreprises de construction qui, elles, paient des intérêts, paient des frais d'avocat pour aller chercher leur argent. Et tout ça. Puis des intérêts en ce moment, tu ne veux pas en payer quand tu es en construction. Là. C'est auto que c'est. Puis c'est très difficile. Vous êtes plus conscient que moi des enjeux là-dessus, mais c'est le genre de mesure, quand tu es au gouvernement, que tu n'en as plus d'argent,
on peut le dire, là, en gros, ils n'en ont pas vraiment d'argent, qu'ils devraient regarder davantage parce que c'est dans leur cours, ça a peu de coûts internes à produire, ça peut générer des économies. Donc, il y a quelque chose à faire là. Ensuite, c'est pas pour rien que ça a lieu, c'est pas pour rien que ça n'a jamais été corrigé. C'est sûrement pas facile à faire, mais peut-être des fois, quand on se retrouve devant la nécessité de trouver des moyens, de faire des gains avec peu de moyens, ben on peut regarder encore, encourageons-les à regarder cette idée-là. Il nous l'avait promis en 2022. C'est pour ça qu'on s'attendait, 2 ans plus tard, devant la nécessité, devant le besoin qu'on avait de faire des économies à grande échelle au Québec. On s'attendait à voir le règlement maintenant, ce qui sera produit plus tard cette année, espérons-le. Mais pour l'instant, rien du tout. C'est une des grosses déceptions du secteur de la construction dans ce budget. Mais il n'y a pas de tout dans les budgets. Faut pas oublier, oui, ils mettent beaucoup d'indications, mais un budget n'est pas l'ensemble de l'action d'un gouvernement. Donc, il ne faut pas non plus se décourager que ça n'ait pas été écrit. Si ça avait été prêt, il y aurait pu... C'est pas coulé dans le béton? Non, pas du tout. Okay. Surtout pour un règlement. Un règlement, c'est le genre de... Il aurait pu le mettre si c'était prêt, puis il y avait toutes les modalités, mais quand tu n'es pas certain... Admettons qu'ils ont commencé à le travailler, bien, ils vont continuer à le travailler puis peut-être le déposer plus tard. Mais un budget, c'est surtout un portrait des dépenses, des revenus et des dépenses et des programmes que tu vas mettre en action dans la prochaine année. Pas nécessairement au niveau de la réglementation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est plus là-dessus. Donc, souvent, on voit des critiques sur ce genre de choses-là. Puis je comprends, c'est un moment important. On veut avoir nos indications parce que si c'est écrit, c'est sûr que ça va être fait. C'est l'avantage. Si ça avait été écrit, il n'aurait pas pu reculer. C'est presque certain que ça va être fait. Mais il ne faut pas s'arrêter à la non-écriture pour se dire ils nous ont oubliés. C'est juste un choix, parfois une question de timing. Désolé pour l'anglicisme. C'est peut-être juste pas finalisé complètement au point de l'écrire, dans le fond. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Ou le ministre... Il n'y a pas de raison de l'écrire, puis il se dit, moi, je vais l'annoncer plus tard, au moment où ça va me scier mieux. Ben, c'est un peu ce qu'on s'attend aussi avec le futur projet de loi du ministre Julien en matière d'infrastructure. Peut-être que ça va se trouver là-dedans. On le souhaite, mais c'était les 2 gros points, là, Charlotte, au sujet du secteur de la construction. Donc, en fait, les 3 gros points: manque d'investissement pour relancer le secteur de la construction, le 126 millions dédiés à la formation accélérée et à l'innovation technologique, et aussi le manque du règlement qui nous avait été promis dans le budget 2022, qui ne se trouvait pas là, dans le budget 2024. On attend toujours. Espérons qu'il viendra plus tôt que tard, comme l'explique Philippe. Effectivement. J'avais peut-être une question d'ordre général, Philippe, parce que là, on a couvert les points construction. Ça a été assez rapide, là, un petit 5 minutes là-dessus. Il en ressort quoi du budget pour le commun des mortels, pour les autres secteurs? Bien, évidemment, le sujet qu'on a entendu beaucoup, c'est le déficit de 11 milliards. Moi, vu que vous me donnez du temps, j'ai le goût de parler des déficits de 4 milliards à la fin. OK. Parce que le 11 milliards, c'est cette année, mais il y a des effets conjoncturels, ralentissement économique très fort. Le Hydro-Québec a 1,5 milliard de dollars de revenus de moins. Ça, techniquement, ça ne se reproduit pas. C'est pas impossible que ça se reproduise. Mais normalement, ça ne se reproduit pas parce qu'il y a eu moins d'eau, il y a eu plusieurs contextes, mais ça ne se reproduira pas. Ensuite, tu as les conventions collectives qui ont coûté au moins 3 milliards. Là, on voit que le chiffre n'est pas encore précis. Toutes ces choses-là, c'est des nouvelles dépenses qui n'étaient pas prévues, mais qui sont considérées pour les prochaines années. Puis ce qu'on veut, c'est retrouver l'équilibre budgétaire. Puis là, on voit qu'il y a 4 milliards de déficit par année dans les dernières années. Ouais. C'est ce qu'on appelle un déficit structurel. Exactement. C'est comme ça que le ministre l'appelle. Puis c'est comme ça qu'il faut l'appeler parce que faut que tu trouves un moyen de réduire ça. Tout ce qu'on voit, c'est si on fait juste continuer avec une croissance de dépenses modeste et comment on prévoit la croissance économique, on devrait pas y arriver. Donc, c'est pour ça que moi je dis que c'est important d'en parler parce que c'est comment ils vont arriver. Ils ont l'intention de le faire. Et il va y avoir une mise à jour, un budget. Une mise à jour, un budget, encore 2 fois cette séquence-là avant les prochaines élections. Et un gouvernement annonce des choses. Mais malgré tout, ils vont vouloir annoncer aussi des réductions de dépenses ou d'aide fiscale. C'est comment ils vont arriver, pour arriver à leur équilibre budgétaire, puis c'est comment ils vont arriver à ça. C'est ça le plus intéressant ou le plus mystérieux, je pourrais dire. Comme un budget pouvait être mystérieux, là, mais je pense que c'est là la plus grosse nouvelle parce qu'on sait qu'ils vont faire des travaux importants
pour aller chercher ces 4 milliards de dollars-là. Mais Puis ça va être quoi? Moi, j'ai hâte de voir parce que politiquement, c'est un enjeu vraiment difficile à réaliser. C'est comment... Faites juste imaginer, je vous disais, il y a les aides pour, je sais pas, pour les aînés, pour je sais pas, peu importe, aînés. On l'enlève. Bien, il y a du monde qui vont réagir fortement. Pour les familles, où tous les gens vont réagir à ces gestes-là. Puis le gouvernement ne veut pas générer de réactions négatives, mais il doit le faire pour arriver à l'équilibre. Ça va être tout en continuant à annoncer des nouvelles mesures. On va espérer que l'économie va aller mieux que prévu parce que c'est ça qui pourrait autant aider le gouvernement qu'aider l'ensemble des ministres et nous, indirectement. Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle dans ce déficit structurel-là? Assurément. Puis il en parle d'ailleurs dans le budget, le ministre, les transferts fédéraux. Okay. Je ne me rappelle plus la page, lui, il la trouverait, mais il y a une courbe qu'on voit les transferts en santé. La part assumée par le fédéral versus le provincial, puis on voit que pendant longtemps, c'était haut, puis tout ce qu'on voit, c'est une courbe descendante. OK. Puis ça, c'est un enjeu parce qu'ils disent vouloir avoir les meilleurs services, mais ne promettent pas des investissements à long terme pour maintenir au moins leur niveau d'investissement dans le total. Puis ça, c'est le budget en santé, c'est comme 40% du budget. Bien, tu sais, c'est 50 milliards. Bien, si tu trouves 1 milliard de plus, s'ils font juste maintenir à leur niveau, là, c'est 1, 2, 3 milliards de plus par année. Mais là, si tu reçois cet argent-là, tu n'as plus besoin tu peux réaménager tes propres crédits, ton propre budget pour peut-être en mettre un petit peu moins par toi-même dans la santé, puis en mettre ailleurs puis avoir une moins grosse balloune à dégonfler finalement. Là, c'est ça, réduire le déficit structurel directement, puis pouvoir réaliser des investissements futurs. Là. C'est un des exemples, mais il y en a plusieurs. Mais en même temps, tu regardes, je vais aller au budget fédéral qu'on va avoir en avril, mais eux autres, leur défi est encore plus grand parce qu'eux ont augmenté énormément leurs dépenses. Là. Puis ils n'ont plus les moyens d'en ajouter. Ils sont déjà, leur niveau d'endettement augmente, puis ils ne peuvent plus ajouter tant de dépenses que ça. Déjà qu'ils ont pris des engagements très coûteux à cause de leur entente avec la NPD, notamment, là, sur la santé et les dentistes. Fait qu'on peut s'attendre aussi à un budget aussi, pas décevant, mais on ne s'attend pas à des grosses mesures non plus au côté fédéral. Ça veut dire aussi il faudrait qu'ils coupent un peu? En tout cas, moi, les quelques signaux que j'ai entendus, puis je ne suis pas tant connecté, là, j'ai entendu à télé et radio, c'est un budget qui ne sera pas si généreux, mais ils ont des engagements de programme et ils savent qu'il y a un enjeu au niveau de l'habitation nationale. Puis c'est eux... Ils ont eu beaucoup de pression là-dessus, donc il faudrait qu'ils agissent là-dessus. Oui. Même tous les gouvernements devraient agir là-dessus. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont avoir les moyens? En tout cas, on peut espérer. Vous pouvez espérer, je crois, mais il n'y a pas tant d'argent là parce qu'ils ont beaucoup dépensé. Leurs déficits structurels sont bien pires qu'ici. Là. OK. Oui, c'est vrai qu'on va attendre. Oui, c'est ça. On va être obligé de les modérer, je pense. Bien, les modérer, mais il ne faut pas lâcher la pression parce que l'enjeu est majeur au niveau de l'habitation. C'est le principal moteur de l'inflation en ce moment. Là. C'est le principal moteur de l'inflation. C'est les principales critiques que reçoivent les différents paliers de gouvernement, autant municipal, provincial que fédéral. Tout le monde est attaqué de toutes parts. Il manque de logements. Ça fait 1 an, Charlotte, maintenant qu'on fait de balado Actualité Construction. Ça fait 1 an qu'on parle de crise d'habitation, pas juste de logement, parce que l'habitation, ça comprend aussi toutes les infrastructures qui sont reliées à ça. Puis on a eu des discussions avec certains maires, certaines mairesses qui disaient, bien, chez nous, je dois augmenter mon niveau de population de 1, 2, 3 %, mais mes capacités d'aqueduc sont atteintes actuellement. Donc, je fais quoi pour grossir mon bassin de population et répondre à leurs besoins de base? Si je n'ai pas les investissements fédéraux, provinciaux. Si on n'a pas l'aide. Puis ça va être... Puis au Québec, encore là, autant, comme je disais, il fallait résorber le déficit structurel, mais avec... les besoins ne se résorbent pas. Et il y en a certains en habitation, comme tu viens d'en parler, qui deviennent encore de plus en plus criants. Donc, ça va être un équilibre très difficile à atteindre. Puis le budget qui a été déposé nous laisse croire que on va falloir être patient ou
avoir une bonne relance économique pour que les choses se cristallisent, à mon avis, à moins qu'il nous ait fait des cachettes, mais c'est pas tant le genre. Non, habituellement. C'est pas si facile que ça à faire des cachettes, honnêtement. Là. Il y a la vérificatrice générale qui passe en arrière, là, qui surveille. C'est ça. Quand j'étais là, on n'en faisait pas de cachettes. Quand tu étais là, tu parles de ton passage comme directeur de cabinet des finances. Oui, exactement. Je présume comme si tout le monde... j'étais une vedette, là, mais non, effectivement, j'ai été directeur de cabinet du ministre des Finances pendant le premier mandat de la CAQ. Ouais. Puis j'ai fait des budgets, donc c'est assez représentatif de la situation, ce qu'on voit, au mieux de leur connaissance. Puis il faut toujours se rappeler que leurs prévisions économiques sont faites en janvier, leurs décisions sont faites en février, donc il y a toujours un délai, mais ça reste que il y a un gros effort pour donner leur juste. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs éléments dans le budget que j'étais surpris de leur transparence sur les croissances des dépenses, différents éléments comme ça. Mais toi qui as déjà été là, justement, ça doit être difficile, cet exercice-là, là, parce que c'est probablement un des premiers exercices du ministre Girard actuellement, puis de ce gouvernement-là, même depuis le début de son premier mandat, où il doit mettre un pied sur la pédale de frein là, dans les investissements qu'ils doivent réaliser. Mais le plus difficile, c'est une question de politique, c'est toujours ça. Est-ce que c'est facile de dire non? Tu dis non, puis tu mets rien. Mais après ça, il y a des conséquences. Tu peux pas dire non à tout parce qu'il y a des choses qui doivent être faites rapidement. Puis c'est au niveau de la décision gouvernementale que là, il y a un bon défi. C'est sûr que ça n'a pas été facile à faire, l'entente, mais le ministre, il fallait qu'il trouve un moyen de réduire les dépenses parce que c'est 15 milliards de plus qui ont été ajoutés en salaire entre la mise à jour et le budget sur 5 ans. C'est ça. C'est un budget en part entière qui est passé là-dedans. Puis ça ne veut pas dire que c'est pas justifié, c'est juste que c'était beaucoup d'argent. Donc, situation à suivre. Je ne vais pas vous décourager, mais non, je vais vous donner leur juste. beaucoup de choix, beaucoup de conséquences à analyser aussi. Là, j'imagine que c'est pas... J'aimerais pas être dans leurs souliers, mais on espère quand même que tout ça va aller... on espère des bonnes nouvelles du fédéral, des meilleures que la situation laisse présager à venir en avril. On espère aussi peut-être des nouvelles, comme on a dit, c'est pas coulé dans le béton. Là. Il pourrait avoir des bonnes surprises et on s'en souhaite. Absolument. Absolument. On souhaite des bonnes nouvelles pour la suite des choses. On a un secteur qui est en pleine effervescence, qui roule à plein régime, qui a besoin d'un coup de pouce de la part du gouvernement pour passer à la vitesse supérieure, justement pour amener des investissements supérieurs aussi, puis un taux de rendement qui est plus intéressant pour le gouvernement, donc plus de productivité. C'est ce qu'on souhaite pour construire plus de logements puis répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. Donc, situation très difficile actuellement, mais à surveiller au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Philippe, merci beaucoup d'être venu démystifier un peu la situation avec nous. C'est vraiment plus clair maintenant. Tant mieux, j'ai essayé. Ça fait plaisir. Merci Philippe. Merci Guillaume, on se revoit le mois prochain pour un nouvel épisode. Absolument, merci. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.